le monde sait que tous les divorces ne se terminent pas bien, n'est-ce pas c'est passé? De nombreux couples, après s'être mariés par amour, finissant en conflit après leur séparation. Surtout pour la pension alimentaire ou le partage des biens. Vous voyez le genre? L'affaire d'aujourd'hui concerne justement un de ces couples. Mais, comme vous le savez, sans bon rebondissement, on ne le met même pas sur la chaîne. Un groupe d'hommes, des entrepreneurs à succès, se retrouvait régulièrement dans un bar. L'un des amis traversait un divorce et son ex le rendait fou avec une exigence bien précise. Tout le monde avait l'habitude d'entendre leur ami se plaindre de son ex-compagne. Mais ce qu'aucun des habitués de ce bar, pas même les employés, n'avait remarqué, c'est qu'en réalité, ces réunions entre amis devenaient en fait une planification pour régler le problème de leur ami. Viens avec moi pour élucider cette affaire bizarre. Et je doute que vous découvriez ce qui s'est vraiment passé avant que je ne raconte la fin. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi, vous aimez les histoires bizarres, les crimes réels, les théories du complot et les curiosités étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aimez, commentez et partagez, ça aide beaucoup ici sur la chaîne, d'accord? On passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à York, Pennsylvanie. Aux États-Unis, John Schmeier était un ophtalmologiste très prospère. Il possédait plusieurs cliniques et avait accumulé une belle somme d'argent au cours de sa carrière. Il était déjà à la retraite, bien qu'il n'ait qu'une cinquantaine d'années. Il a rencontré sa compagne, Monica Schmeier, à la faculté de médecine. Ils sont sortis ensemble pendant la faculté et se sont mariés peu après. Le couple a eu 2 filles et après la première naissance, Monica a quitté sa carrière médicale pour se consacrer à sa famille et soutenir son mari. Ils sont restés mariés pendant 20 ans. Selon John et Monica eux-mêmes, ils disaient qu'il n'y avait pas de raison unique à leur séparation. Je pense que c'est le temps de la relation qui a fini par s'user. Et, après que leurs filles soient devenues adultes, ils ont décidé de suivre des chemins différents. Durant les dernières années de leur mariage, une habitude de John agaçait fortement Monica Vaivieux. Il avait ce groupe d'amis, tous des hommes, des entrepreneurs, qui réussissaient tout bien et qui se retrouvaient chaque semaine dans le même bar. On disait juste des bêtises, des trucs de mecs. Jusque-là, tout allait bien pour Monica. Le problème venait du bar choisi pour cette rencontre hebdomadaire, un Hooters. Pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne de bars est connue pour n'employer que de jeunes serveuses jolies. L'uniforme se compose d'un short orange court et d'un haut blanc moulant. Ah, les filles devaient aussi avoir, tu vois, une grosse poitrine. C'était la marque de fabrique du bar Hooters. John et son groupe d'amis s'étaient même donné un nom. Et ils s'appelaient comme ça sur un ton de plaisanterie. Comme la Société des Shorts Orange, en référence à l'uniforme que les filles portaient au bar. Regardez ça. Monica était une catholique dévouée et elle trouvait ridicule que son mari et ses amis insistaient pour se retrouver justement dans ce bar. Moi aussi j'aurais tué mon mari. Tu n'étais même pas fou juste à cause du bar. Ouais, c'est tout. À chaque sortie avec ses amis, ils se disputaient à la maison. Ils ont finalement divorcé en 2003. Le 31 mars 2010, la Société des Shorts Orange était réunie une fois de plus. Les amis étaient tout là, racontant des anecdotes et des histoires, jusqu'à ce que tout le monde savait allait arriver se produise. John a commencé à se plaindre de son ex-femme. Cela arrivait régulièrement, à chaque fois qu'ils se retrouvaient. Et la plainte était toujours la même, la pension qu'il devait payer à Monica. Tu vois le genre ? Mais, même si c'était un montant assez élevé, ce n'était pas ça la plainte de John, parce qu'il était riche et pouvait payer sans problème. Ce qui le rendait fou, c'était son exigence sur la façon de recevoir la pension. Il se trouve que Monique faisait partie de ces personnes qui détestèrent les banques, et pour cette raison, elle refusait d'ouvrir un compte bancaire. Le juge a donc ordonné à Jean de verser la pension en espèces. Le paiement devait être fait chaque semaine. Jean devait donc aller retirer l'argent à la banque, conduire jusqu'à la maison de Monique, très éloignée du centre-ville, et lui remettre la pension en main propre. Alors, tout le monde au bar était déjà habitué à entendre Jean se plaindre de l'irritation que son ex-femme lui causait depuis 7 ans, depuis leur séparation. Jean pensait qu'elle faisait ça exprès, qu'elle voulait l'énerver et d'une certaine manière, l'obliger à avoir un contact avec elle chaque semaine. Il paraît que, lorsqu'il signait les papiers du divorce, Monique a voulu revenir en arrière et rester mariée. Jean pensait que c'était pour le forcer à la voir et qu'ils pourraient se remettre ensemble, mais je ne sais pas. Mais au même moment où Jean était au bar en train de se plaindre de son ex-femme, les services d'urgence ont reçu un appel suspect.
L'interlocuteur est resté silencieux sans raccrocher. L'appel venait de la maison de Monique. Le protocole dans ces situations est d'envoyer une patrouille à l'adresse pour vérifier. Donc la police est arrivée à la maison de Monique. Ils se garent là, vont directement jusqu'à la porte d'entrée, frappent à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Ils regardent autour, font le tour de la maison. Dans la maison, il n'y a aucun signe d'effraction, aucun signe qu'un acte criminel ait eu lieu là-bas. Le quartier, bien qu'éloigné de la ville, était très sûr et aucun crime n'y survenait. Alors, ils retournent à la porte, frappent encore quelques fois et, comme il n'y a pas de réponse, ils esserrent la poignée et la porte n'était pas verrouillée. Alors, ils ouvrent la porte et, en regardant à l'intérieur, ils trouvent immédiatement Monica. Elle est allongée au sol, le téléphone près d'elle, avec de nombreuses marques et beaucoup de sang. Ils ont constaté qu'elle avait un trou sur le côté de la tête. Les policiers ont appelé du renfort et le détective principal, appelé Douglas Desmagons, avec son équipe d'experts, a commencé à fouiller la scène du crime. Alors, ils ont trouvé une douille de calibre 32 près du corps, qui semblait clairement être un projectile qui l'avait touché à la tête et l'avait tué. Mais ce qui a le plus attiré l'attention des enquêteurs sur cette scène de crime n'avait rien à voir avec le corps. Ils ont découvert de nombreuses enveloppes remplies de liquide disséminées dans la capsule. Des enveloppes CTC sans café se trouvaient en fait dans les tiroirs, cachées dans les livres, sous les meubles ou bien en évidence sur la table. C'était une véritable fortune en liquide. La détective a envisagé qu'il s'agissait d'un vol et que Monica, ayant réagi, avait été tuée par l'intrus. Le corps de Monica présentait des écorchures et un hématome à l'œil, indiquant qu'il y avait eu une bagarre. Mais si c'était un vol, pourquoi restait-il tant d'enveloppes dans la maison? Il pense que Monica a surpris le voleur, a réagi, une bagarre a éclaté et elle a reçu un coup de poing au visage. Elle a couru au téléphone et appelé le 911. Voyant cela, le bandit lui a tiré une balle dans la tête puis a fui, effrayé. C'est pour cela qu'il n'a pas tout volé. Mais il se pourrait aussi que ce soit une exécution, car rien de valeur n'a été pris. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'effraction. Autrement dit, la personne qui a commis ce crime est simplement entrée par la porte ou une fenêtre. Peut-être que c'était ouvert ou que Monica a laissé entrer la personne. Peut-être qu'elle connaissait cette personne ou qu'il avait même une clé, n'est-ce pas encore? Les experts ont constaté que Monica avait sans doute griffé l'assassin car il y avait de l'acide désoxyribonucléique sous ses ongles. La détective a fouillé la maison pour d'autres indices. Et c'est en regardant des documents dans la maison qu'ils ont découvert qu'elle avait un ex-mari, Jean Schmeier. Comme souvent dans ce genre de crime, le compagnon ou l'ex-mari est-il le principal suspect? Même s'ils n'avaient aucune preuve contre Jean, ils sont allés chez lui et ont frappé à la porte. Jean a eu une sacrée frayeur quand il a vu ses policiers devant chez lui. Le détective Douglas se présente et annonce un sujet sérieux à discuter. Jean demande ce qu'il se passe, mais les policiers lui demandent s'ils peuvent entrer pour discuter plus à l'aise. Jean, un peu contrarié, dit « D'accord, entrez ». Tous s'installent dans le salon. L'atmosphère devient lourde, un silence gênant s'installe et les policiers ne disent rien. Le détective observait la nervosité de Jean jusqu'à ce que celui-ci demande « D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi êtes-vous ici ?» Quand le détective a dit à Jean que Monique avait été tuée par balle, la réaction de Jean a été très forte, peut-être même trop forte. Même ses yeux se sont écarquillés. Il a porté la main à sa poitrine comme s'il faisait une crise cardiaque. Il s'est penché en avant et a sangloté, criant « Non, non, je n'y crois pas ». Une fois calmé, le détective a noté l'absence de larmes dans les yeux de John Humm. « Regardez ». La policière a pensé qu'il jouait cette réaction complètement exagérée. La policière a choisi d'être directe et a demandé sans détour « Où étiez-vous plus tôt cet après-midi lors de l'attaque ?» Quand elle a posé la question à John, encore un peu secoué, n'est-ce pas? Il allait de l'avant en arrière, se tenant la poitrine, semblant très bouleversé. Soudain, il s'est arrêté, a enlevé sa main de sa poitrine et a dit « J'étais au Hooters avec mes amis ». Quelques jours plus tard, le détective Douglas est allé au Hooters, où John et ses amis se retrouvaient toujours. Et il a demandé au gérant de voir les images de sécurité du mercredi précédent, le jour du crime. Avant cette visite des policiers au bar, les enquêteurs avaient déjà interrogé tous les amis qui étaient allés au Hooters avec John, les membres de cette fameuse société des Shorts Orange. Et ils ont tous confirmé que John était avec eux cet après-midi-là et ont également confirmé qu'il était resté là tout le temps, sans sortir un seul instant. Ils ont admis à la détective que John n'aimait pas ce qu'il vivait avec son ex et qu'il parlait de manière dépréciative de Monica. Ils ont expliqué aux policiers que la haine de John venait de la pension alimentaire
et de la manière dont il devait la verser à son ex-femme. L'alibi de John a été confirmé par les caméras du bar. On peut voir qu'il entre, qu'il se dirige vers la table de ses amis, qu'il s'assoit et qu'il reste là tout le temps. Lors de l'attaque contre Monique, pour les enquêteurs, il était plus que prouvé que ce n'était pas John qui avait supprimé Monique. Mais il était peut-être possible que John, étant assez riche, ait engagé quelqu'un pour faire le sale boulot à sa place. Peut-être qu'il avait engagé un tueur à gages. Ils ont enquêté sur cette hypothèse et découvert rapidement que John retirait de grosses sommes, pouvant servir à payer le tueur à gages. Mais ils se sont rendus compte que les montants retirés correspondaient exactement à ce qu'il payait à Monica. John remettait chaque semaine cette somme dans une enveloppe et cela a expliqué pourquoi Monica avait autant d'enveloppes contenant autant d'argent caché dans la maison. Au final, il n'y avait aucune preuve liant John au meurtre de son ex-femme. Les enquêteurs ont dû repartir de zéro et ont commencé à suivre d'autres pistes d'enquête. Ils ont enquêté sur les gangs locaux et les crimes dans la région, mais comme je l'ai dit, cette zone était très sûre, pratiquement sans crime. Seule une voisine de Monica, arrosant son jardin, a dit avoir vu un homme inconnu marcher dans la rue. Il venait de chez Monica, est monté dans une camionnette grise garée au loin et est parti. Mais elle n'a pas pu noter la plaque ni décrire son visage, ne l'ayant vu que de dos. Regardez. Mais avant, j'envoie un bisou à César et Julia de Curitiba, ainsi qu'à Esther et Fernando à Genève, Suisse. Un gros bisou pour vous. Une fois de plus, les enquêteurs sont revenus à la case départ. Le détective Douglas a décidé de réexaminer toutes les preuves qu'ils avaient. Cela incluait de revoir les images des caméras de sécurité du Hooters ce mercredi, quand la société des shorts orange était là. Il regardait ces images pour la 1000e fois, voyant John et ses amis s'amuser quand, soudainement, quelque chose attira son attention. Quelque chose qui était passé inaperçu lorsqu'il avait regardé les images auparavant. Il a continué à revenir en arrière et à regarder les images encore une fois, observant attentivement tous les hommes assis à cette table. Il s'est levé et a dit « Je sais ce qui s'est passé cet après-midi et qui a tué Monica. Regardez. » Il se trouve que John n'a pas supprimé son ex-femme et n'a pas non plus engagé un tueur à gages pour le faire. Il n'a vraiment rien à voir avec sa mort. Peut-être que la seule chose qu'il a faite lors de ces réunions de la société et qui aurait pu causer la mort de son ex-partenaire, c'était de parler ouvertement du fait qu'il ne l'aimait pas. Précisément, il lui en voulait du fait qu'elle le forçait à lui remettre tout cet argent liquide pour payer ses pensions. Cela le dérangeait beaucoup et il détestait voir son ex-femme chaque semaine. Mais en se plaignant et en racontant souvent ses histoires à ses amis du club, il finissait aussi par révéler que Monica avait une véritable fortune en liquide chez elle. Il lui donnait des sommes énormes chaque semaine et, comme elle n'avait pas de compte en banque, tout cet argent devait forcément être chez elle. La grande découverte que le détective a faite en réexaminant les images de cet après-midi-là, c'est qu'il était tellement concentré sur John qu'il n'avait pas remarqué que tous les membres de la société des shorts orange n'étaient pas présents ce jour-là. Timothy Jacoby, homme d'affaires, n'est pas venu à la réunion ce jour-là, sans que personne n'y prête vraiment attention. Le détective a appris que l'entreprise de Tim avait une camionnette correspondant à la description de la voisine de Monique. Ils ont aussi découvert que Tim possédait un pistolet de calibre 32 à son nom, identique à celui utilisé pour le crime. Jean répétait souvent combien il devait d'argent à son ex-femme, alors Tim s'est dit « Tu sais quoi ? Je vais chez Monique pour lui voler tout cet argent ?» Alors, il y est allé, mais il ne s'attendait pas à ce que Monique réagisse aussi violemment. Il a finalement tiré sur Monique, ce qui n'était pas prévu. Et il s'est enfui de là, paniqué, sans réussir à prendre tout l'argent qui était éparpillé dans la maison. Tim a finalement été reconnu coupable d'homicide au premier degré et condamné à mort. Il est actuellement dans le couloir de la mort, dans la prison de Pennsylvanie, en attendant la date de son exécution. Voyez, mes amis, quelle histoire folle! On croyait John mêlé à cette magouille, mais pas du tout, non? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez un commentaire et un like si vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez. Pour les amateurs de bizarreries d'aujourd'hui, partagez et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.